Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 22 juin 2020, donc le dernier Raw en date, donc le Raw de hier soir qui avait lieu au Performance Center de Orlando en Floride. Et pour débuter le show, donc on aura le layout de 0 secondes à peut-être 1 minute 30. Après je vous donnerai mon point de vue sur le show, bien évidemment, comme d'habitude. Donc on a eu un très bon SmackDown la semaine dernière et un très bon également. Malheureusement pour NXT ce n'est pas encore ça, je vous ferai des vidéos dessus, je vous rassure les amis, mais pour l'instant on a eu donc un très bon, des très bons shows la semaine dernière. Et donc comme on est quasiment à la minute 30, je pourrais vous donner mon avis sur le show. Comme je vous ai dit bien sûr. On est à 1 minute 10 pour l'instant. Et voilà quoi. Je suis bien content que ça marche. Ça a mis du temps à marcher, mais c'est comme ça. Avec Filmora, c'est comme ça, Filmora. Si vous préférez, donc dans 5 secondes, je vous donne mon avis sur le show. Donc, pour le premier segment, on a eu Dolph Ziggler qui a été nommé le nouveau challenger numéro 1 au WWE Championship de Drew McIntyre. Donc à WWE Backlash, ce sera Dolph Ziggler alias Nick Nemeth contre Drew McIntyre à WWE Backlash Extreme Rules, pardon, excusez-moi, je suis perturbé par ces bugs, ce n'est pas grave, mais c'est comme ça. Donc mon point de vue c'est que le segment était pas mal du tout, mais on a déjà vu ce match là par le passé, c'est étrange qu'on le revoie, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas tergiverser de suite pendant 1000 ans, donc on va aller sur Fox Catch directement. Donc Dolph Ziggler est tenté de secours par l'or, et c'est vrai que le champion de la Joe a rappelé que sans lui, sans ses Claymore, Raw aurait été bien plus difficile. Donc McIntyre lui a rappelé leur séparation. Et il a rappelé le talent de Ziggler et il traitait dégueu. C'est un challenge de secours quand le roster manque de personnel qui croira à sa victoire. Exactement. Qui va croire à la victoire de Dolph Ziggler? C'est juste un challenge de secours comme les Box Catch. Ils ont pas tout à fait tort là-dessus. Mais ça peut être un très bon match. Là-dessus aussi, je peux pas vous dire le contraire. Mais je pense que Drew McIntyre va avoir un petit peu de mal, mais il va s'en sortir tout de même. Si vous voyez ce que je veux dire, on verra bien ce que ça donnera dans les prochaines semaines, si vous voyez ce que je veux dire entre les deux. Mais en tout cas, Ziggler va perturber McIntyre dans ces matchs, je pense. Et inversement, ça a été une très bonne promo de Drew McIntyre, également de Dolph Ziggler, mais voilà que... Voilà quoi, c'était perturbateur comme segment d'ouverture. Ensuite, après, on a eu une petite promo de Nia Jax. Donc Nia Jax nous a fait une petite promo où elle s'est un petit peu plaint, on va dire, de son utilisation pendant ces dernières semaines. Elle était pas mal utilisée. C'était ça, après. Il me semble que c'était ça. Oui, c'est ça, c'est Nia Jax qui s'est sentie bernée par Charlotte Flair, exactement, qui l'a interrompu et qui se sont un petit peu embrouillés. C'était assez sympathique leur embrouille entre Charlotte et Nia Jax, mais malheureusement c'est assez pour préparer de bien mauvaises nouvelles pour Charlotte Flair. J'y reviendrai juste après. D'ailleurs, au passage, je souhaite une très bonne retraite à l'Undertaker qui a annoncé
qui prenait sa retraite récemment. Mais bon, Nia Jax et Charlotte Flair en sont venus aux mains finalement. Et c'était pas mal du tout comme segment pour eux. Pour eux. Pas qu'elle se sentait trop bernée. Trop bernée comme je vous ai dit. Mais c'est perturbateur quand même de la part de Nia Jax qui dit moi j'ai affronté Asuka. Ils ont fini par se battre et être séparés par des arbitres, mais il y a quand même quelques gouttes verbales, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'ils n'en avaient pas réellement besoin. Mais Nia Jax a beaucoup provoqué Charlotte Flair. Et ça aussi, c'est dommage. Et du coup, ça nous donne le point de vue de la rivalité et c'est assez sympathique. Ensuite, après, on a eu les Street Profits qui ont défendu leur titre par équipe d'Euro face aux Viking Raiders, donc Ivar et Eric. Les Street Profits ont enfin conservé dans un match de catch. Je dis enfin parce que ça fait des semaines que je voulais ce match. Leur titre par équipe d'Euro, les amis, ils les ont enfin conservés. Si vous voyez ce que je veux dire, ils ont enfin été conservés par les Street Profits face aux Viking Raiders. Ça a été quand même un très bon match, mais les Street Profits n'ont pas eu le temps de célébrer finalement, mais c'est bien dommage. Je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas eu le temps de célébrer parce que ça aurait été assez sympathique de leur laisser faire leur petite célébration atypique, mais pour le moment les Street Profits donc gardent leur titre par équipe d'Euro, donc pas de changement sur les layout, ça fait plaisir, de toute façon ils n'y étaient pas de toute manière et c'était sympathique comme match. Ivar et Eric se sont fait avoir par leur propre finisher, le Viking Experience de Montesport des Dandy King. Ça n'a pas suffi, il y a eu une intervention d'Ivar ou d'Eric, je sais plus, mais finalement c'était quand même assez sympathique comme match. Après, la suite pour les Street Profits, c'est Angel Garza et Andrade. C'est du déjà vu. Je comprends pas la logique de la WWE de remettre Angel Garza et Andrade face à eux. Vu qu'on a déjà vu ce match, on connaît déjà le résultat. Donc c'est un point négatif sur ce show, même si le match était très très bon entre les Viking Raiders et les Street Profits. Est-ce que c'est pour donner les titres à Andrade et Garza ou les faire imploser? J'en sais rien, mais franchement, on a déjà vu ce match. Et quand tu vois déjà un match, t'as pas envie de le revoir, si vous voyez ce que je veux dire, les amis. Et c'était assez sympathique comme match. Et voilà quoi, on a eu quand même un très très bon petit match entre les deux. Mais voilà quoi, c'était pas le top du top non plus. Ensuite après on a eu Rollins qui nous a fait une promo, mais ça j'en parlerai à la fin du show. Et Charlotte Flair qui parlait également, mais bon, ça n'a pas rendu pareil pour Zelina Vega. Non, Zelina Vega qui parle, c'était pour essayer de calmer Andrade et Angel Garza, les tensions, c'était assez sympathique, c'est pareil, mais ça prouve qu'ils vont pas devenir champions tout simplement, comme je l'ai dit. Ensuite après, on a eu Asuka qui a défendu son titre de championne d'Euro contre Charlotte Flair dans un très grand match, puisque franchement Asuka et Charlotte Flair ont fait un très grand match toutes les deux d'une bonne dizaine de minutes, 11 minutes je crois, il me semble. Ça a été le match le plus long de Raw, mais bon, Asuka a conservé son titre parce que c'est Asuka je pense, et que dans les prochaines semaines elle va être mise au top du top par la WWE, je pense. Après il faut voir ce que ça va donner par la suite. Mais Asuka a conservé son titre contre Charlotte Flair. Et c'était sympathique parce qu'on a bien vu que Asuka était le top du top. Elle a enfin vaincu Charlotte Flair de manière clean, on apprécie d'ailleurs. Et Nia Jax a dit que ce serait dommage ensuite dans l'interview que quelqu'un t'en prenne à Charlotte Flair dans cet état. C'est vrai qu'elle a été blessée au bras. D'ailleurs, Charlotte Flair est blessée, pour ceux qui veulent la voir, il faudra la revoir, pardon. Il faudra attendre 2021 et le Royal Rumble, sauf si avant une occasion se présente.
mais elle est blessée apparemment, elle va se faire opérer. Elle va avoir une longue absence, mais c'est comme ça. Ça a été quand même très bon comme match, le match entre, entre Asuka et Charlotte. Elle a abandonné sur le Asuka Lock, mais plutôt dans l'émission, c'est vrai qu'Asuka l'avait attaqué, que Nia Jax l'avait attaqué, et c'était assez drôle quand même. Mais voilà quoi, Asuka a gagné avec son Asuka Lock, donc elle reste championne d'Euro, mais voilà, c'est la suite du show qui va vous peut-être un peu moins vous plaire. Moi, je suis neutre sur la suite du show, des choses d'Asuka et puis du show tout simplement. Mais voilà quoi, c'est mon avis sur le match d'Asuka. Vous pouvez être pas d'accord, vous pouvez être d'accord, il a été très bon. Elle a gagné par soumission. Après, est-ce que c'était une bonne idée de la faire gagner? Je ne sais pas. On a eu une interview d'Edge qui a dit il avait, Orton l'avait réveillé tout simplement. On va avoir donc un troisième match entre les deux, entre Edge et Orton, quand Edge sera rétabli, bien évidemment. On en avait besoin que d'un, mais c'est bon, c'est la WWE tout simplement. Mais l'interview d'Edge était juste fantastique. Il a clairement fait comprendre aux officiels et surtout à Orton que, que tout simplement, il était pas content du tout et que puis Orton a répondu surtout. A bien répondu et a fait surtout très très mal à Edge. Le match de bagarre était très bon, celui de WrestleMania était un peu moins. Est-ce que le troisième match, le troisième affrontement va être hors du commun, va être hors exceptionnel? Elle va-t-elle être remis d'ici 3 semaines, ou est-ce qu'il nous garde ça pour le SummerSlam ou un peu plus tard même en 2021 avec le retour d'Edge au Rumble par exemple? Ça sera encore plus lourd, mais ça va être tellement bon. Juste après, on a eu Charlotte Flair qui a admis qu'Asuka méritait bien sa victoire. Mais Nia Jax l'a ensuite attaqué sur son bras. C'est pour l'éloigner des rings tout simplement qu'elle s'en est pris à son bras et c'est bien dommageable. Mais après, il faudra voir dans les prochaines semaines ce que ça donne. Mais je ne mettrai pas de photo par rapport à ça, bien sûr. Juste après, on a eu Akira Tozawa qui a battu Our Truth pour le 24/7 Championship. Donc, le 24/7 Championship était en jeu entre Akira Tozawa et R-Truth. Donc, R-Truth, tout simplement, s'est fait attaquer par Bobby Lashley. Je comprends pas pourquoi Bobby Lashley s'en prend R-Truth alors que certes il lui a compté une opportunité à WWE Championship de Drew McIntyre la semaine dernière, mais bon, il fallait venir au début de l'émission. Bobby Lashley fallait se réveiller. Peut-être qu'ils avaient d'autres plans pour lui, sans doute même, mais voilà quoi. C'est bien dommage que Akira Tozawa soit champion 24/7. C'est triste pour R-Truth, surtout qu'il a juste à lui faire le compte vu que R-Truth était déjà endormi par Bobby Lashley. C'est assez drôle. Ils avaient mis les deux titres en jeu la semaine dernière, puis finalement ils étaient revenus sur leur décision. Je suis pas sûr que si Lashley avait été champion, Tozawa serait champion, mais bref, c'est pas la question. La question c'est de savoir comment Lashley peut se remettre sur le droit chemin. R-Truth, pardon. Mais R-Truth s'est fait bien et bien avoir. Et ça, c'est bien dommage pour lui. Il s'est attaqué au ninja d'ailleurs. Mais on en a un peu rien à faire du 24/7. Après, Wrestling Football n'en parle pas tellement il n'y en a rien à faire. Mais moi, je vous en parle et je vous dis qu'on en a un peu rien à faire. Donc, quand il y aura des segments dessus, je passerai. Quand il y aura des matchs, je donnerai mon avis comme là. Mais ça sera assez rare, je pense. Akira Tozawa, protégé par ses ninjas, à mon avis, il va garder le titre un bon moment. Mais pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que Akira Tozawa est un champion
Et c'est un titre qui était créé pour du beurre. Ensuite, après, on a eu Natalia qui laissait entendre qu'en l'absence de Becky, comme Charlotte Flair et Jessie comme Asuka n'est pas du genre rassembleuse, elle se bien jouer la locker room leader. C'est vrai qu'ils essayent de remettre la lumière sur Natalia, mais on sait tous que ça va se terminer par un flop, si vous voyez ce que je veux dire, les amis. Ça va très certainement se terminer par un flop. Mais si ça se termine par un flop, c'est bien dommage. Putain, si ça se termine par un flop, c'est bien dommage. Et comment je peux vous expliquer ça? Et voilà quoi, c'est bien dommage. Et j'espère que ça va pas se terminer par un flop justement. Et que le titre de 24/7 sera très bon. Enfin, et que Natalia sera très bon d'ailleurs. Elle a affronté et vaincu par succès Liv Morgan. C'est bien dommageable qu'elle ait vaincu Liv Morgan. Mais voilà quoi, quand on bat Liv Morgan, comment je peux vous expliquer ça? Quand on bat Liv Morgan, c'est juste qu'on a la lumière dessus, certes, mais ça veut pas dire que Natalia va être totalement mise en avant dans les prochaines semaines. Je vous expliquerai pourquoi juste après, mais la création de feud est bienvenue, mais c'est bien dommageable aussi que Liv Morgan perde par soumission, mais c'est comme ça, comme je vous ai expliqué. Par un shortshooter, grâce à l'aide de Lana, ils font gagner Natalia. Donc, si tu veux être une leader de l'Ocom, gagne toute seule déjà, premièrement. Et puis ensuite, Natalia va sans doute avoir la lumière sur elle pendant l'absence de Charlotte. Mais un petit peu plus tard, pas tout de suite. Et c'est bien dommageable qu'elle ait la lumière sur elle. Et on verra bien ce que ça va donner dans les prochaines semaines, comme je vous dis. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que Natalia peut diriger la division féminine de Raw? J'en suis pas si sûr que vous, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, après, on a eu le Big Show qui a interrompu la cérémonie en l'honneur de Randy Orton, qui l'a présenté en tant que le plus grand catcheur de tous les temps. Franchement, l'idée de mettre Orton en tant que plus grand catcheur de tous les temps, les amis, vous trouvez ça normal, vous, que Orton soit présenté ainsi, alors qu'il a juste blessé 2 légendes, et qu'il s'apprête à en blesser une 3e, à mon avis, c'est ce qui va se passer avec Dream Rose, mais franchement, je sais pas si c'est une bonne idée que d'avoir fait ça, de mettre 3 Orton en avant, mais bon, on sait tous que Orton et Big Show vont devenir des Hall of Famers et des légendes, mais c'est vrai qu'on va avoir les mêmes matchs que Extreme Rules 2013 entre Orton et Big Show, mais avec les rôles inversés, le Orton heel sadique et le Big Show face, très gentil, très correct dans ses coups. Mais tout le monde sait que le Big Show va blesser Orton, sérieusement les gens. Je sais pas qui de vous pense que Orton va blesser le Big Show, pardon. Je sais pas qui de vous pense à une victoire du Big Show, mais le Big Show est en fin de carrière. Le gars est en fin de carrière, et je pense que la lumière va s'éterniser sur le Big Show. Bref, je passe ce segment parce que j'en ai marre de voir Orton être autant mis en avant. Je veux bien qu'il ait battu Edge et Christian, mais en faire des caisses dessus, c'était pénible, j'en pouvais plus à un moment donné, et du coup je peux plus, voilà, c'est tout. Ensuite, après, on a eu Sasha Banks et Bayley contre les Iconics. Oui, la vie, ça s'est barré. Mais il y en a d'autres, de toute façon. Elle est par terre. Ouais. Ouais.
et Banks et Bailey ont conservé les titres avec un crossface de Sasha Banks sur Billie Kay. Ils appellent ça un crossface, j'appelle ça un Banks segment. Chacun a ses prises. Et donc, Sasha Banks a tout simplement été mis en avant par ce match. Ensuite, elle s'est plainte d'être jalouse de Bailey, de strapper. Elle veut donc un titre également. Et donc, elle a défié Asuka. Et du coup, Banks Bailey sera pas pour cette fois. À Extreme Rules, Asuka a accepté. Et le match entre Banks et Bailey aura lieu à SummerSlam sans doute. Après qu'elle ait échoué contre la japonaise, la Jade sera toujours présente. On verra bien, mais en tout cas, déjà la conservation des titres était prévisible. Comme je l'ai dit, par le passé, les amis. Et puis ensuite, logique défier Asuka, défier sa pote tout de suite, ça paraît logique. Mais est-ce qu'elle va gagner ou pas? Faudra voir ça dans les prochaines semaines. Sans doute que oui, elle va la défier dans les prochaines semaines. Sans doute que oui, elle va la défier dans les prochaines semaines. Pour simplement montrer aux gens que quand je faisais ça, qu'elle est peut-être meilleure que Bailey, mais elle va, je sais pas, je donnerai mon pronostic dans la vidéo pronostic, mais il y a un truc qui me semble bizarre dans cette histoire-là. Mais les titres par équipe seront donc pas défendus à Extreme Rules. Reste maintenant à savoir qui va affronter Bailey dans ce même pay-per-view. Je vous donnerai mon pronostic à Extreme Rules, mais je semble avoir ma petite idée à la tête. J'hésite entre les deux encore, mais on verra bien dans les prochaines semaines ce que ça va donner. Même si je pense avoir ma petite idée. Bon allez, je vais vous le dire, je pense qu'Asuka va garder le titre, parce que je pense que Sasha Banks prendra plutôt le titre à Bailey qu'à Asuka au SummerSlam ou plus tard, ou alors elle va le gagner, on verra bien, mais je pense pas. Enfin, vous verrez dans la vidéo pronostic, j'hésite encore entre les deux. Je vous dirai ça, mais je pense plutôt à Asuka. Pour faire empirer la jalousie, mais comme ça se trouve on n'aura jamais ce match, on verra bien. Je vous donnerai mon pronostic à Extreme Rules, parce qu'il n'est pas encore officiel à 100%. J'hésite encore entre les deux. Pareil pour McIntyre, c'est clair. Ensuite, après, on aura MVP. On a eu MVP qui a fait son VIP launch en invitant Apollo Crews. Et finalement, c'était assez sympathique, mais Apollo Crews ne veut pas être le client d'MVP, ça ferait pas MVP. Et il a battu avec sa powerbomb Shelton Benjamin, donc c'est bien qu'ils soient mis autant en avant en tant que champion des États-Unis, tout comme les champions par équipe, etc. D'ailleurs, c'était le seul titre avec la WWE à pas être en jeu, mais Apollo Crews, un champion combatif. Je trouve McIntyre cherchait un challenger, il en a un, tant mieux. Mais ensuite, voilà quoi, c'était sympathique. Ensuite, après, on a eu le segment entre Dominic Mysterio, Rey Mysterio, Aleister Black et Humberto Carrillo, et Murphy Theory et Rollins, donc la bande à Rollins face à la bande à Mysterio. Et c'était assez sympathique finalement. La bande à Rollins a pris la fuite, tout le monde sait l'issue de cette rivalité. C'est qu'il y aura un match entre les deux Extreme Rules. Pareil pour le pronostic, je vous donnerai tous mes pronostics d'Extreme Rules, même si je vous ai laissé un petit extra d'un léger pronostic, même si j'en suis pas sûr. Bon, ouais. Vous le saurez avec Extreme Rules, tous mes pronostics. Sur ce, je vous dis à très vite pour la review de SmackDown. Ce sera le 26 juin. Non, 27 juin 2020, donc samedi. Et voilà, ce sera sur ce la suite au prochain numéro. À très vite. Enfin non, pas la suite au prochain. Enfin, à très vite. On se retrouve là du coup samedi. Et à très vite. Et ciao, bye.
voilà quoi. Suite après